Dans les terres fertiles du sud-est de l'Afrique, une histoire de puissance immense, de changements révolutionnaires et de conquêtes brutales était sur le point de se dérouler. La figure centrale de cette épopée était un homme dont le nom résonnerait à travers l'histoire, Shaka Zulu. La naissance de Shaka Zulu vers 1787 fut un événement de mauvais augure pour un futur roi. Il était le fils illégitime de Senzangakona, un chef du petit clan Zulu, et de Nandi, une femme de la tribu voisine, d'Elangeni. Leur union n'était pas sanctionnée, et la naissance de leur fils apporta honte et controverse. Senzangakona nia initialement la paternité, affirmant avec dédain que Nandi était simplement affligé d'un shaka, un coléoptère intestinal qui provoque des ballonnements. Dans un acte de défi, Nandi nomma son fils Shaka, le liant à jamais à cette insulte. La jeunesse de Shaka Zulu fut une période de difficultés et de tourments incessants. Lui et sa mère furent ostracisés, contraints d'endurer des railleries et des abus constants au sein du kraal de Senzangakona Pompon. Les autres enfants, reflétant l'attitude de leurs parents, brutalisèrent le jeune Shaka sans pitié. Cette période de souffrance, cependant, forgea en lui une volonté inébranlable et une ambition profonde. Finalement, les abus devinrent insupportables, forçant Nandi à fuir avec son fils. Ils devinrent des vagabonds, cherchant refuge parmi différents clans, mais ne trouvant pas de foyer permanent. Ces années d'exil furent remplies de dangers et d'incertitudes. Shaka Zulu grandit en un jeune homme fort et puissant, son physique affûté par les rigueurs de leur vie nomade. Son éducation difficile lui insuffla une farouche indépendance et un esprit vif et analytique. Leur fortune changea finalement lorsqu'ils trouvèrent refuge auprès de la puissante chefferie des Mtetwa, dirigée par le sage et innovant chef Dengiswayo. Dengiswayo était un leader visionnaire qui expérimentait déjà de nouvelles structures militaires. Il organisait ses guerriers en régiments basés sur l'âge, connus sous le nom d'Amabuto, favorisant un sentiment d'unité et de discipline. Sous le mentorat de Dengiswayo, Shaka Zulu trouva l'occasion de prouver sa valeur. Il fut enrôlé dans l'un des Amabuto Mtetwa, où son courage et ses prouesses physiques devinrent rapidement évidents. Shaka Zulu ne se contentait pas de suivre les traditions de guerre établies. À l'époque, le combat était très ritualisé, consistant souvent en des duels individuels et le lancer de longues lances fragiles à une distance sûre. Shaka Zulu considérait cette méthode comme inefficace et indécise. Il commença à conceptualiser une nouvelle façon de combattre, plus brutale et plus efficace. Sa première innovation majeure fut la transformation de l'arme principale. Il abandonna la longue lance de lancer, l'assegai, en faveur d'une nouvelle invention mortelle. Cette nouvelle arme était l'Iklwa, une lance courte et à large lame destinée à poignarder. On disait que le nom Iklwa imitait le son qu'elle faisait en étant retirée du corps d'un ennemi. Pour compléter l'Iklwa, Shaka Zulu introduisit un bouclier plus grand et plus lourd en peau de vache. Ce nouveau bouclier offrait une protection supérieure et pouvait être utilisé offensivement pour déséquilibrer un adversaire. Il choisit également de se battre pieds nus, estimant que les sandales réduisaient la vitesse et l'adhérence sur le champ de bataille. Ces innovations furent initialement accueillies avec scepticisme, mais leur efficacité fut bientôt prouvée au combat. Shaka Zulu se distingua par une bravoure incroyable, gagnant le respect de ses compagnons guerriers et l'admiration de Dengiswayo. Dengiswayo le promut au commandement de son propre régiment, lui offrant une plateforme pour mettre en œuvre ses idées à plus grande échelle. Vers 1816, la nouvelle arriva que le père de Shaka, Senzangakona, était décédé. Le trône zoulou fut revendiqué par le demi-frère de Shaka, Sigujana Buanamadster. Avec la bénédiction et le soutien militaire de Dengiswayo, Shaka Zulu marcha sur le clan Zoulou pour réclamer son droit de naissance. La revendication de Sigujana fut rapidement éteinte, et Shaka Zulu, l'exilé, devint le chef des Zoulous. Son premier acte en tant que roi fut d'entamer la militarisation complète de son nouveau royaume. Il établit immédiatement un nouveau régime d'entraînement rigoureux pour tous les hommes valides. Ce fut la naissance de l'armée Zoulou, qui allait devenir la force combattante la plus redoutable d'Afrique australe. Le véritable génie militaire de Shaka Zulu fut révélé dans sa tactique de bataille révolutionnaire, la formation Impondo Zenkomo, ou corne de buffle. La formation se composait de 3 parties principales. La force principale, la poitrine, Isifuba, engageait l'ennemi de front pour le fixer. De chaque côté, les cornes Impondo encerclaient l'ennemi piégé. Enfin, une force de réserve,
Les rinces, umuva, étaient maintenues derrière la poitrine, prêtes à être déployées là où elle était nécessaire ou à porter le coup final. Cette tactique fut d'une efficacité dévastatrice, permettant aux Zoulous d'anéantir complètement leurs adversaires. Shaka Zulu commença une campagne d'expansion, absorbant des clans plus petits dans son royaume grandissant. Les clans se voyaient offrir un choix simple, se soumettre à la domination Zoulou et être incorporés, ou être détruits. Beaucoup choisirent de se joindre, et leurs hommes furent intégrés dans le système Amabuto Zoulou. Cette politique d'assimilation fut cruciale pour la croissance rapide de la nation Zoulou. Peu après l'ascension de Shaka, son mentor Dingiswayo fut tué par Zwaid, le puissant chef de la tribu Ndwandwe. Les Ndwandwe étaient les principaux rivaux des Zoulous, et une confrontation décisive était inévitable. Les deux armées se rencontrèrent à la bataille de Jikokli Hill en 1810. Shaka Zulu, bien que largement en infériorité numérique, utilisa ses tactiques supérieures et le terrain à son avantage. Il infligea une défaite étonnante et décisive à l'armée de Zwaid, bien que les Ndwandwe restassent une menace. La confrontation finale eut lieu à la bataille de la rivière Molaratuz. L'armée de Shaka Zulu écrasa complètement les Ndwandwe, brisant leur royaume et envoyant Zwaid en exil. Avec la défaite des Ndwandwe, le royaume Zoulou était la puissance dominante incontestée de la région. Cette période de guerre intense et de consolidation, menée par Shaka Zulu, déclencha un événement catastrophique connu sous le nom de Nfekan. Le Nfekan, ou l'écrasement, fut un effet domino de déplacement et de conflit. Les tribus vaincues par les Zoulous fuirent, attaquant d'autres groupes sur leur chemin pour les ressources et la terre. Cette vague de violence et de migration se répandit à travers l'Afrique australe, dépeuplant de vastes régions. De nouvelles entités politiques se formèrent du chaos, telles que les Ndebel sous Mzilikazi et les Soto sous Moshushu. Bien que Shaka Zulu n'ait pas causé le Nfekan à lui seul, sa révolution militaire en fut le principal catalyseur. Au sein de son propre royaume, le règne de Shaka Zulu était absolu. Il centralisa tout le pouvoir, les chefs régionaux lui devant leur position directement. Le système Amabuto n'était pas seulement une structure militaire, c'était le fondement de la société Zoulou. Il était interdit aux hommes de se marier avant que leur régiment entier n'ait reçu la permission du roi, souvent pas avant l'âge de la trentaine passée. Cela lui assurait une énorme armée permanente de jeunes guerriers concentrés, toujours à sa disposition. Shaka Zulu établit une nouvelle capitale, un kraal militaire massif nommé Kwabulawayo, le lieu de celui qui tue. La discipline était appliquée avec une sévérité impitoyable. La lâcheté au combat était punie de mort immédiate. Même des infractions mineures au protocole pouvaient entraîner une condamnation à mort de la part du roi lunatique. Malgré sa brutalité, il a également favorisé un sentiment puissant et unificateur de l'identité Zoulou. Il créa une nation là où il n'y avait auparavant qu'une collection dispersée de clans. En 1824, les premiers commerçants et aventuriers européens arrivèrent à Port-Natal, l'actuel Durban. Shaka Zulu était intensément curieux de ses visiteurs à la peau pâle et de leur technologie, en particulier de leurs armes à feu. Il rencontra leurs chefs, tels que Henry Finn et Francis Farwell. Il leur accorda la permission de s'établir à Port-Natal, les considérant comme une source potentielle de nouvelles technologies et un tampon contre d'autres ennemis. Un tournant pivot et tragique dans le règne de Shaka survint en 1827 avec la mort de sa mère, Nandi. Shaka Zulu fut consumé par un chagrin qui frôlait la folie. Il décréta une période de deuil national d'une sévérité inégalée. Pendant 1 an, aucune récolte ne devait être plantée et aucun lait, aliment de base du régime Zoulou, ne devait être consommé. Toute femme tombant enceinte devait être exécutée avec son mari. Des milliers de personnes jugées insuffisamment endeuillées furent massacrées sur ordre de Shaka. Ce temps des pleurs fut une période de terreur horrible, sanctionnée par l'État, qui décima sa propre population. Le comportement erratique et brutal de Shaka Zulu pendant cette période aliéna beaucoup de ses plus proches partisans et de sa propre famille. La nation Zoulou, qu'il avait forgée par la force et la discipline, saignait maintenant de l'intérieur à cause de sa tyrannie. Ses demi-frères, Dingan et Mlangana, qui avaient longtemps vécu dans son ombre, virent une opportunité. Ils croyaient que la destitution du tyrannique Shaka Zulu était nécessaire pour sauver le royaume Zoulou de lui-même. Ils s'allièrent à Nbopa, un des serviteurs de confiance de Shaka. Le 24 septembre
1828. Alors que Shaka rencontrait une délégation, les conspirateurs passèrent à l'action. Dingan, Mjlangana et Nbopa surgirent et attaquèrent le roi impréparé. Shaka Zulu, le guerrier invincible, fut poignardé à plusieurs reprises. La légende dit que ces derniers mots furent une prophétie à ses frères. « Me poignardez-vous, roi de la terre, vous ne régnerez pas, car les hirondelles le feront », se référant aux Européens arrivant. Son corps fut jeté sans cérémonie dans une fosse à grains vides, une fin humble pour l'homme qui avait bâti un empire. Dingan consolida ensuite son pouvoir, tuant son complice Manyanda, et devint le nouveau roi des Zoulous. L'héritage de Shaka Zulu est à la fois monumental et controversé. On se souvient de lui comme d'un génie militaire qui a révolutionné la guerre africaine. Il fut l'architecte de la grande nation Zoulou, forgeant une identité puissante qui persiste à ce jour. Cependant, on se souvient également de lui comme d'un despote brutal dont les guerres et les purges causèrent la mort de milliers d'innocents ponts. Son règne fut un règne de création par la destruction, de construction de nations par le bain de sang. Le système militaire qu'il créa, cependant, lui survécut de plusieurs décennies. 50 ans après sa mort, ces guerriers Zoulous, utilisant ses tactiques et ses armes, infligeraient une défaite stupéfiante à l'armée britannique, technologiquement supérieure lors de la bataille d'Isandlwana. Shaka Zulu reste l'une des figures les plus fascinantes et importantes de l'histoire africaine. Un conquérant et un roi dont l'impact a remodelé un sous-continent.